21e lettre de Sénèque à Lucilius. Tu penses que ces gens dont parle ta lettre te donnent fort à faire? Celui qui te donne le plus à faire, c'est toi. C'est avec toi que tu es en difficulté. Tu n'es pas certain de ce que tu veux. Tu sais mieux louer les vertueux principes que les suivre. Tu vois où réside la félicité, tu n'oses pas arriver jusqu'à elle. Or, l'empêchement qui t'arrête, puisque de toi-même tu ne le discernes pas bien, je vais le dire. Tu attaches une idée de grandeur aux choses que tu dois abandonner. Ainsi, quand tu t'es représenté cet état de sécurité où tu dois passer, tu te vois retenu par l'éclat de cette vie avec laquelle tu dois rompre, comme si tu allais tomber dans un séjour d'abjection et de ténèbres. Et tu te trompes, Lucilius. De cette vie à la vie du sage, on ne fait que monter. Ce qui différencie un brillant reflet et la lumière elle-même, celle-ci ayant sa source assurée qui est en elle, celui-là provenant d'un foyer étranger, différencie de même cette vie mondaine et l'autre. Cette vie mondaine, lui, d'un éclat rejaillit sur elle du dehors. Le premier venu, en s'interposant, y projettera tout de suite une ombre épaisse. L'autre tire de son fond sa splendeur. L'étude de la sagesse te conférera lustre et renommée. Épicure va me fournir un exemple. Écrivant à Idoménée pour le ramener d'une vie extérieurement brillante à la sûre et solide gloire, voici comment il s'adressait à ce personnage qui était alors ministre d'un pouvoir royal et maniait d'importantes affaires. Si la gloire te touche, mes lettres te feront plus de renom que toutes ces grandeurs que tu courtises et pour lesquelles on te courtise. Eh bien, n'a-t-il pas dit vrai? Qui connaîtrait Idoménée si Épicure, dans sa correspondance, n'avait buriné son image? Tous ces Mégistans, ces satrapes, le roi même, qui octroyait à Idoménée son titre, ont sombré dans un oubli profond. Les lettres de Cicéron ne permettent pas que le nom d'Atticus périsse. Il n'eût servi de rien au personnage d'avoir pour gendre Agrippa, pour petit-gendre Tibère, pour arrière-petit-fils Drusus César. Au milieu de si grands noms, on tairait le sien si un Cicéron ne l'avait comme pris en remorque. La masse profonde du temps passera sur nous. Quelques rares génies élèveront leur tête au-dessus du flot. Avant de disparaître un jour ou l'autre dans le même silence, ils lutteront contre l'oubli, ils se préserveront longtemps. Ce qu'Épicure a pu promettre à son ami, je te le promets à toi, Lucilius. J'aurai crédit chez la postérité. J'ai de quoi faire durer les noms que je mène avec moi. Notre Virgile a promis à deux de ses héros une mémoire impérissable. Il tient parole. Couple heureux, si me verront quelque pouvoir, jamais le temps ne vous retranchera du souvenir des âges, tant que la maison d'aînés touchera l'inébranlable rocher du Capitole, et que le Sénat romain aura l'empire du monde. Tout ce que la fortune a porté sur la scène, tous ceux qui ont été membres et organes de la puissance d'autrui, ont vu leur crédit prospère et leur palais assidûment fréquenté, tant qu'eux-mêmes ont été debout. Après leur disparition, leur mémoire s'est promptement abolie. Mais le prestige du génie va croissant. Outre les hommages que reçoit sa personne, tout ce qui se rattache à sa mémoire trouve accueil. Il ne faut pas qu'Idoménée soit entré gratis dans ma lettre. Je le charge d'en acquitter les frais. C'est à lui qu'Épicure adresse une remarquable pensée.
l'exhortant ainsi à enrichir Pythoclès autrement que par la voie banale et scabreuse. Si tu veux enrichir Pythoclès, n'ajoute pas à son savoir, réduis son désir. Cette pensée est trop claire pour qu'il faille l'interpréter, trop expressive pour qu'il faille la souligner. Je te rappelle simplement une chose. Ne crois pas que le mot ne vaille que pour la richesse. À quoi qu'on l'applique, il aura même portée. Veux-tu rendre Pythoclès honorable? N'ajoute pas à ses honneurs. Réduis ses désirs. Veux-tu que Pythoclès soit en perpétuelle volupté? N'ajoute pas à ses plaisirs. Réduis ses désirs. Veux-tu donner à Pythoclès la vieillesse et lui faire une vie bien pleine? N'ajoute pas à ses années. Réduis ses désirs. De telles sentences, tu n'es pas fondé à dire qu'elles appartiennent en propre à Épicure. Elles sont propriété publique. La procédure qu'on applique dans le Sénat est, selon moi, bonne aussi en philosophie. Quelqu'un ouvre-t-il un avis qui correspond en partie à mon opinion? Je l'invite à diviser la motion et j'appuie ce que j'approuve. Si je rappelle plus volontiers les paroles de choix d'Épicure, c'est à l'intention de gens qui recourent à lui, poussés d'une malsaine espérance, qui pensent se donner un voile pour couvrir leurs vices. C'est pour leur prouver qu'en quelque lieu qu'ils aillent, on est tenu d'y vivre comme il faut. Lorsque tu arriveras devant ces modestes jardins, devant l'inscription qui s'y trouve, « Mon hôte, tu seras ici bien logé, ici le bien suprême et le plaisir. » Eh bien, tu trouveras, prêt à te recevoir, le gardien de cette demeure. Il est hospitalier, aimable. Il te servira de la polenta, te versera aussi de l'eau, largement, puis dira « Es-tu content de la réception ?» Ces jardiniers, ajoute-t-il, n'irritent pas la faim, ils l'apaisent. Ils n'augmentent pas la soif précisément par l'abus des breuvages, ils la font tomber par un calmant naturel qui ne coûte rien. Voilà l'état de plaisir où j'ai vieilli. Je te parle de ces besoins qui n'admettent pas la consolation verbale, auxquels il faut accorder quelque chose pour qu'ils s'arrêtent. À l'égard des besoins déréglés que l'on peut ajourner, que l'on peut réfréner et étouffer, je n'aurai qu'un point à rappeler. Le plaisir est naturel, non nécessaire. À celui-ci tu ne dois rien. Si tu te mets en frais quelque peu, c'est de ta libre volonté. Le ventre, lui, est sourd aux remontrances, il réclame, il somme. Ce n'est pas toutefois un créancier intraitable. Avec peu de choses on l'expédie, pourvu seulement que tu lui donnes ce que tu dois, non tout ce que tu peux.